Bonjour, je suis Benoît Fritsch et j'ai le plaisir de vous recevoir dans Sound of Change, le podcast original de Mountain Changemakers. Aujourd'hui, nous recevons Éric Larose, géophysicien au CNRS de Grenoble. Son métier ? Écouter la montagne. Un numéro spécial de Sound of Change, le chant des falaises. Je suis Éric Larose, je suis géophysicien au CNRS et mon métier c'est d'écouter les vibrations du sol, les murmures de la terre et d'essayer de comprendre comment ces vibrations elles nous renseignent sur la façon dont la terre évolue et en particulier comment la surface de la terre, comme l'éboulis qui est là ou la falaise qui est au-dessus, va évoluer avec le réchauffement climatique. On est ici pour poser des nouveaux capteurs au pied de la falaise, des nouveaux capteurs sismiques qui vont permettre d'enregistrer les éboulements et les vibrations de la falaise. Et ça va nous permettre de détecter tous les éboulements, de pouvoir les compter, le jour comme la nuit, et de mieux comprendre comment l'érosion de la falaise évolue. Est-ce qu'on doit s'attendre à plus d'éboulements dans les années qui viennent, ou est-ce qu'au contraire, avec le réchauffement climatique, on va avoir moins d'éboulements ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. On est au pied de la falaise du Saint-Hénard, qui est la grande falaise qui domine l'agglomération grenobloise. Cette falaise, elle a une activité assez régulière, c'est-à-dire qu'il y a plein de petits éboulements qui ne sont pas très dangereux parce que les éboulements n'arrivent pas jusqu'aux maisons qui sont en contrebas, mais malgré tout qu'on peut mesurer, qu'on peut enregistrer. Donc c'est une falaise qui est très active et elle produit beaucoup de petits éboulements qui ensuite sont remobilisés dans les ravines qu'on a traversées sous forme de laves torrentielles. Et ces laves torrentielles, elles peuvent, apporter beaucoup de débris, beaucoup de matériaux sur les routes, sur les maisons. Et donc, il faut régulièrement vidanger ces ravines avec des camions. Une des questions, ça va être aussi de savoir combien de gravats il va falloir, dans les prochaines années, enlever au pied de cette falaise pour pas que ça arrive sur les maisons. Donc, il est possible que cette quantité de gravats augmente avec le réchauffement climatique. Quand on parle du réchauffement climatique, on pense souvent à l'augmentation de la température, à la disparition des glaciers, à la disparition du permafrost en altitude, ce qui va générer des nouveaux risques, mais à haute altitude, au-delà de 2500-3000 mètres. Or, le réchauffement climatique, on comprend aujourd'hui qu'il ne va pas juste impacter la très haute montagne, que ces événements en très haute montagne ils vont aussi avoir des répercussions à moyenne altitude et en vallée. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment importantes à dire et à expliquer au grand public. Le réchauffement climatique va avoir un impact sur les vallées. Donc, j'ai parlé tout à l'heure alors je ne sais pas si tu vas recouper, les laves torrentielles, par exemple, ce sont des ensembles de boue, d'eau et de blocs qui vont accélérer au moment d'orage. Mais ces gros blocs qui sont arrivés là, ils sont arrivés par l'amont. C'est l'érosion des falaises, parfois à très haute altitude, parfois ici, comme sur la falaise du Saint-Hénard, à 1000 mètres d'altitude. C'est l'ensemble de ces éboulis qui vont arriver au pied de la falaise et qui vont ensuite être réemmenés dans le lit de la rivière. Et avec le réchauffement climatique, il est tout à fait possible que ces événements de lave torrentielle accélèrent. Donc on est dans le bas de la vallée et pourtant, on va subir les effets indirects du réchauffement climatique à plus haute altitude. L'objectif de la journée, ça va être de déployer des capteurs sismiques qui sont des petits microphones. Ces petits microphones, ils vont capter les vibrations du sol à des fréquences qui ne sont pas audibles. C'est un petit peu comme des infrasons. Mais on peut accélérer les enregistrements pour les entendre, pour entendre le bruit des craques, le bruit des éboulements. Et on va en déployer un certain nombre aujourd'hui au pied de la falaise du Saint-Hénard pour pouvoir mieux surveiller cette falaise et en particulier la surveiller la nuit ou quand il y a du brouillard, à un moment où les méthodes de photo optique peuvent pas permettre de détecter les éboulements. Les petits capteurs sont des sismomètres. Ces sismomètres se comportent exactement comme des microphones, mais au lieu d'enregistrer les vibrations de l'air comme un vrai micro, il va enregistrer les vibrations du sol qui sont à plus basse fréquence et donc qui ne sont pas audibles. Ces enregistrements, ils vont nous donner les vibrations du sol en permanent et lorsqu'il y a un bloc rocheux qui tombe de la falaise qui vient impacter le sol, ça va faire comme un mini-séisme, donc avec une grande vibration de l'enregistrement, et cette vibration, on va pouvoir la détecter, et l'amplitude de la vibration va nous renseigner sur la taille du bloc qui est tombé. En gros, c'est un petit peu ça qu'on arrive à faire. On écoute les falaises pour arriver à détecter les éboulements quand ils ont lieu. Lorsqu'on est en aval de la falaise, on se rend pas compte, lorsqu'on est en ville, on se rend pas compte que cette falaise du Saint-Hénard, il y a des petits éboulements tous les jours. Mais c'est des tout petits volumes qui sont
impossibles à entendre quand on est en ville et qui sont très difficiles à voir avec des caméras. Alors qu'avec ces capteurs qui sont ultra sensibles, on est capable vraiment de détecter des tout petits éboulements, quelques dizaines de grammes qui tombent pas très loin. Ça va faire un petit signal qu'on va pouvoir enregistrer sur nos capteurs. Donc c'est des capteurs ultra sensibles qui vont vraiment nous renseigner sur la vie de la falaise. Et en plus de ça, ce qu'on va essayer de faire dans le projet qu'on est en train de réaliser là, c'est de voir aussi comment évolue la fracturation de la falaise. Et ça, c'est un point clé pour comprendre le rôle du réchauffement climatique. La fracturation de la falaise, elle est liée, elle va augmenter au fur et à mesure du temps. La falaise, elle s'endommage. Et cet endommagement, il est lié aux fluctuations de température en particulier. Donc quand on pense au réchauffement climatique, on se dit que la température moyenne va augmenter, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi les fluctuations de température, des moments où il fait très chaud qui vont suivre des moments où il fait plus froid. Et ces fluctuations de température vont faire que la roche en surface va se dilater et va se recontracter très vite. Et ces cycles de dilatation et de recontraction de la roche va faire que progressivement, des fissures vont s'ouvrir. Et avec le réchauffement climatique, si ces cycles sont plus intenses et plus rapprochés, eh bien, la fissuration de la falaise est susceptible de s'endommager plus rapidement. Donc ça, c'est des questions qui sont ouvertes. Aujourd'hui, on ne sait pas, mais on a des bonnes indications pour penser qu'il y a un effet du réchauffement climatique pour accélérer la fissuration de ces roches, sans parler du gel ou du permafrost. L'érosion sur les falaises, c'est un processus naturel qu'il est absolument impossible de contrôler. C'est un processus qu'on doit observer pour mieux le comprendre, pour mieux anticiper les conséquences. En particulier, s'il y a plus de fracturation et qu'il y a plus d'éboulements, il y aura plus de débris qui vont arriver jusque dans nos villes ou sur nos routes. Mais par contre, on ne peut pas l'empêcher. C'est un processus naturel qui a beaucoup trop d'énergie. C'est un processus naturel qu'on ne pourra pas empêcher. Mais par contre, en anticipant les conséquences, on peut aménager les routes et les maisons un petit peu différemment. On peut se préparer à évacuer plus de matériaux. Donc c'est ça qu'on peut faire avec les recherches qu'on mène ici, anticiper la façon dont les conséquences de l'érosion. Je suis géophysicien. Les géologues, ils s'intéressent aux cailloux, les géophysiciens, ils s'intéressent à la mesure. Voilà, donc nous, on utilise des capteurs. Les géologues, ils n'utilisent pas de capteurs, ils vont directement regarder les cailloux. Le métier de géophysicien, ça consiste à placer des capteurs, à faire des mesures pour comprendre l'évolution de la Terre, comprendre l'évolution du sous-sol. Donc on a plein de capteurs différents qu'on peut déployer sur le terrain. Il y a des géophysiciens qui s'intéressent à la déformation du sol. Par exemple, la tectonique des plaques. On sait que les plaques tectoniques bougent de quelques centimètres par an les unes par rapport aux autres. On est très nombreux à faire de la sismologie, donc l'étude des tremblements de terre. Et il y a une partie de la sismologie, d'étude des vibrations du sol, qui consiste à non pas s'intéresser aux tremblements de terre dans la croûte terrestre profonde, mais à des événements qui sont en surface, à des petits craquements qui se produisent en surface, et c'est ce qu'on fait ici. Ce qui est nouveau avec le réchauffement climatique, c'est pas la nature des phénomènes. Des laves torrentielles, ça fait des siècles qu'on les observe. Les éboulements, ça fait des siècles qu'on les observe. Mais potentiellement, ça va être l'augmentation de la fréquence de ces éboulements et de la fréquence de ces laves torrentielles. Les laves torrentielles, comme les chutes de blocs, ce sont des phénomènes qui sont connus depuis la nuit des temps. En soi, ils ne sont pas nouveaux. Par contre, ce qui est nouveau, c'est deux choses dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui. D'une part, ces événements naturels, ils peuvent avoir tendance à augmenter en fréquence. On va en avoir un peu plus. Et ça, on l'observe déjà en montagne. Hein. Et puis la deuxième chose, c'est que les vallées, il y a quelques siècles, il y a quelques milliers d'années, elles étaient très peu habitées. Donc on avait une faible vulnérabilité. Aujourd'hui, toutes les vallées sont habitées et donc le moindre éboulement, il risque d'impacter une route, une maison, une infrastructure. Et donc les conséquences du réchauffement climatique, elles ont lieu au niveau des falaises sur potentiellement plus d'éboulements, plus de laves torrentielles, avec les orages par exemple, mais aussi c'est lié à notre façon de vivre dans les vallées. On est plus nombreux, donc on est plus vulnérable. Les éboulements qui ont lieu au pied des falaises, historiquement, on a construit nos maisons un peu à l'écart de ces zones d'éboulement. Donc la question, elle se pose vraiment pour les nouvelles habitations, et ça, en termes d'urbanisme, on sait très bien que lorsqu'on veut faire des nouveaux quartiers, on va vraiment avoir des problématiques de risque naturel. On ne peut pas construire de nouveaux quartiers là où il y a un risque naturel qui est bien identifié. Et ces études, elles permettent de confirmer là où il y a des risques, là où il y en a moins, et puis de voir comment ce risque va évoluer avec le temps. Mais le principal résultat qu'on attend de cette étude, ça va être plutôt pour les opérateurs, comme les services techniques des départements, qui font l'entretien des routes. Quel est le surplus d'activité qu'ils pourraient subir dans les prochaines années, dans les prochaines décennies ?
Les capteurs qu'on met ici, ces petits sismomètres qui captent les vibrations du sol, c'est des techniques qu'on va utiliser à plein d'autres endroits. On utilise ça pour surveiller les volcans, mais on utilise ça aussi pour surveiller les glaciers. Et aujourd'hui, on a plusieurs études sur l'évolution des glaciers et sur le permafrost de haute montagne, les falaises autour du massif du Mont Blanc, qui sont menées un petit peu de la même façon avec le même type de capteur. Les vibrations du glacier vont nous renseigner, par exemple, à Tête-Rousse, sur l'évolution de la cavité d'eau, qui est la poche d'eau qui est à l'intérieur du glacier de Tête-Rousse. Sur le glacier de Tacona, le gros enjeu, c'est des grosses chutes de sérac. Et ce qu'on va essayer de savoir dans les prochains mois, dans les prochaines années, c'est si on est capable de prédire l'occurrence de la chute de ces séracs. Puisque ces séracs, quand ils tombent, c'est des énormes masses de glace et ils peuvent aussi entraîner des avalanches l'hiver. Et donc, on aimerait bien pouvoir alerter sur la survenue de ces chutes de sérac. Avec ces petits capteurs, on pourra peut-être arriver à les prédire. Un glacier qui menace de s'effondrer, en tout cas, ou qui menace une chute de sérac, on pense que ça fait plein de petits craquements avant que la grosse fissure s'active et que l'effondrement ait lieu. Donc plein de petits craquements, ça peut être des craquements qu'on pourrait enregistrer avec ces capteurs sismiques. Sur les falaises, c'est beaucoup plus difficile d'enregistrer les craquements parce que les falaises, la fissuration des falaises évolue parfois avec juste l'infiltration de l'eau. Donc ça ne fait pas forcément de craques. C'est pour ça qu'on doit utiliser d'autres techniques. Et là, on va utiliser les vibrations naturelles du sol que vous faites, que vous et moi on fait quand on marche dans la rue, quand on utilise notre voiture. Ces vibrations qu'on appelle le bruit de fond sismique, elles se propagent partout, tout le temps. Et on va utiliser ces vibrations naturelles pour comparer au niveau de plusieurs capteurs les enregistrements et remonter à l'évolution de l'endommagement, donc l'évolution de la fracturation. Avec le réchauffement climatique, les risques en montagne, ils sont de plusieurs types. C'est pour ça aussi que c'est compliqué de tout expliquer et de tout prévoir. Clairement, on observe aujourd'hui des avalanches différentes. Les avalanches qu'on a à l'hiver, elles sont beaucoup plus humides. Certaines avalanches sont plus humides que d'habitude. Et donc la neige humide, elle n'a pas du tout le même comportement que la neige sèche. Et donc ça, c'est un vrai sujet de recherche et c'est un vrai effet du réchauffement climatique. Ce qu'on étudie aussi avec le réchauffement climatique, c'est les risques en cascade. Par exemple, quand on pense au permafrost d'altitude, on va avoir des éboulements en haute altitude. Ces éboulements, ils vont accumuler des débris, des éboulis à moyenne altitude dans le fond de la vallée. Ces éboulis, ils vont être ensuite retransportés par des laves torrentielles jusqu'au bas de la vallée. Donc c'est cet enchaînement, c'est cet effet cascade qui est, d'abord, il est très difficile à évaluer, il est très difficile à étudier, mais on l'a déjà observé ces dernières années. Donc ça va avoir un impact important sur le fond des vallées. On y va ? On est en train de monter au pied de la falaise du Saint-Hénard qui domine Grenoble. Et cette falaise, on l'étudie parce que il y a des chutes de blocs très très réguliers qui viennent alimenter tous les éboulis qui sont en dessous. Ces éboulis, évidemment, il faut pas qu'ils tombent sur les maisons ou sur les routes. Donc il y a un enjeu à les surveiller. Et avec des petits capteurs, on va aller détecter toutes les chutes de blocs, tous les cailloux, tous les blocs qui vont tomber, avec une grande précision. Et ça nous permettra après, en étudiant le lien avec la météo, d'essayer d'évaluer si avec le réchauffement climatique, avec les projections climatiques qu'on peut faire, on va vers une augmentation de ces chutes de blocs ou pas. Voilà, donc c'est quand même un enjeu scientifique fondamental pour essayer de comprendre comment les falaises s'érodent, comment les fractures se propagent dans les falaises, et puis un enjeu assez appliqué, évidemment, pour l'agglomération, pour les routes, pour tous les services qui vont gérer les éboulements sur les routes et sur les maisons. Cette problématique des éboulements, c'est très très présent évidemment en montagne. On la retrouve aussi sur des falaises côtières, comme en Normandie par exemple, ou dans le Pays Basque, où l'érosion elle est faite pas par la météo directement, mais beaucoup par l'action de l'océan évidemment.
Le réchauffement climatique, ça nous pose de nouveaux défis, de nouvelles questions, des questions qu'on n'essayait pas forcément d'aborder il y a quelques dizaines d'années. C'est vrai que le rôle du climat sur l'érosion des roches, c'est quelque chose que les géologues avaient l'habitude de regarder sur des temps beaucoup plus longs, sur des milliers d'années, voire des millions d'années. Avec le réchauffement climatique qui va très vite, on est obligé d'essayer d'évaluer ça sur une échelle de temps qui est de quelques semaines à quelques années. Donc c'est pas les mêmes échelles de temps, donc ça change notre façon de travailler. De temps en temps, on voit des grosses cavités au sol. Ça ressemble à des petits grattages, des petites mines, des entrées de galeries ou des choses comme ça. C'est des blocs qui sont tombés, qu'on fait des... Ouais, ça résonne un peu par rapport au glacier. Le glacier, c'est quand tu es dessus, tu entends le crack parce que c'est dans des hautes fréquences qui sont audibles. Là, c'est un petit peu plus dur de les entendre parce que le son, il est vraiment piégé dans la roche. Ces barrages-là, en fait, ce sont des seuils qui ont été installés il y a un peu plus d'un siècle par l'ONF. Et c'est les gens les ouvriers sont vraiment venus à pied construire ces blocs à la main. C'est un travail énorme. Et ces seuils, ils permettent de ralentir l'érosion, de ralentir la lave torrentielle lorsqu'elle descend. Donc tous ces blocs, ils vont se mélanger à de la boue et à de l'eau. Et ça fait des laves torrentielles qui peuvent aller jusque dans la vallée. Il faut les freiner un peu. Et donc voilà, tous ces seuils qui ont été construits, ils sont là pour ralentir ces débris. Mais un jour ou l'autre, ils arrivent de toute façon en bas sur le sentier. Et donc quand ils arrivent sur le sentier, pour pas qu'ils aillent sur les maisons, il y a des camions qui vont sortir les débris toutes les semaines presque. Donc c'est des dizaines de camions tous les ans qui nettoient les éboulis pour éviter qu'ils arrivent sur la ville. Et la question qui va se poser pour les gestionnaires, c'est de savoir si il va falloir prévoir plus de camions pour enlever tous ces gravats dans les prochaines années, dans les prochaines décennies, ou si le réchauffement climatique sur cette falaise-là, va pas générer suffisamment de déboulements supplémentaires et qu'on devrait pas avoir à rajouter des camions pour les sortir. Mais c'est des chiffres importants et c'est des coûts très très importants qui sont potentiellement à trouver pour s'adapter. C'est des projets nationaux ou européens, mais plutôt nationaux là. Les projets régions, c'est plus compliqué. On est toujours en partenariat et tous les projets qu'on dépose, on rédige des projets et ils sont évalués. On n'a pas l'argent pour faire ce qu'on veut. On a des études plus appliquées où on bosse avec un partenaire privé, une entreprise, qui elle est intéressée à bénéficier de l'ingénierie pour après être sous-traitant. Ils vont réaliser la sous-traitance pour l'ONF, voilà. Donc là, il y a de la chasse dans toute cette zone-là et la forêt, elle n'est pas exploitée, c'est une forêt de protection. Donc c'est une forêt qui ralentit les blocs quand ils tombent. C'est pas une science exacte, hein. Et puis ça dépend aussi beaucoup de l'historique. Les gens qui ont construit leur maison il y a 150 ans, mais globalement là, la limite d'urbanisation, elle est assez claire, hein. Et là, on peut vraiment plus construire. Déjà, à la limite, on peut plus construire et au-dessus, c'est interdit. Mais là, dans des forêts comme ça, il y a des endroits où on voit clairement des blocs récents qui sont tombés et ça fait une trouée dans la forêt. Des arbres arrachés et tout. Et là, il y a un exemple de bloc qui est tombé, qui s'est arrêté là. En fait, il y a 3 jours, il faisait moins 10, moins 15 sur la falaise. Aujourd'hui, il va faire plus 20 sur la falaise. Donc c'est ces variations de température qui vont endommager. Alors moi, il y a des gens qui ont déjà fait ça et c'est pas le chaud ou le froid, c'est les variations. A priori. Mais pour l'instant, ce qui a été fait, c'est la pluie. En gros, quand il pleut, il y a 20-40% de chute de pierre en plus. Bon, mais ça ne veut pas dire que ça soit la pluie qui soit la raison complète de ça. Ça peut être juste que la pluie, ça mobilise des blocs qui sont déjà détachés. C'est une purge, quoi. Donc ouais, le scénario de froid, chaud, froid, comme ça, c'est vraiment caractéristique de ce qui va augmenter avec le réchauffement climatique et c'est caractéristique aussi de ce qui peut endommager la falaise. Mais est-ce que c'est multiplié par... est-ce que ça va rajouter 1% d'érosion ou 300%? Ça, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on a besoin de faire des études un peu plus poussées, quoi. Allez, à partir de là, on va mettre les casques. C'est quand même plus prudent.
On est bon? Là, on arrive sur une zone où il y a eu des impacts, donc des blocs qui sont tombés de la falaise, qui sont venus impacter les arbres. Donc ça a coupé des arbres, ça a arraché des arbres. Et on arrive à deviner, en même temps qu'on voit les arbres, on arrive à voir quelques blocs qui sont arrivés là. Donc ça, c'est vraiment des événements super fréquents qui arrivent tous les ans. Et c'est aussi pour ça qu'elle est là, cette forêt. C'est une forêt de protection. Elle n'est pas là pour faire du bois, pour être exploitée. Elle est là pour protéger les habitations en dessous et les routes, pour ralentir les blocs. Donc les arbres, là, ils font vraiment ils jouent leur rôle. Ils ont ralenti les blocs, mais du coup, il y en a pas mal qui sont arrachés. Donc là, il y a un bloc qui est probablement tombé de là-haut, et on voit très bien l'impact qui est juste là. Et l'arbre, un arbre arraché ici, un deuxième là, un troisième là, un quatrième. Et là, on voit très bien les blocs qui ont fini leur course ici. Mais si tu regardes dans cet axe-là, tu vois qu'il y a probablement un bloc qui a continué tout droit et qui a continué à arracher des arbres là. Voilà. Donc c'est assez impressionnant à voir. On a vraiment une partie de la forêt qui a été complètement arrachée. C'est des événements qui arrivent sur la falaise, on en a plusieurs par an. Ouais. Les éboulements, c'est des phénomènes qui sont naturels, il y en a plusieurs par an. Par contre, l'effet du réchauffement climatique, ça pourrait être, et ça on ne le sait pas encore ici, ça pourrait être d'accélérer ces éboulements. Donc c'est pour ça qu'on fait des études pour savoir si la probabilité va augmenter de 1%, de 10% ou de 100%, on ne sait pas encore. Et là, c'est un peu casse-gueule la descente, là, mais après, normalement, c'est bon. Donc là, il faut prier. Si tout va bien, tout va bien. Normalement, il ne bouge pas. Donc là, on préfère passer un par un sans trop tarder parce que potentiellement, on est quand même plus exposé aux éboulis là. Donc là, on a la station, l'enregistreur, la carte son, elle est dans la boîte là, métallique. C'est des cartes son spécifiques à la sismologie, c'est des numériseurs de sismologie, c'est numérisé à très basse fréquence et ça a une bande passante jusqu'à 0,01 Hz. Ce câble, c'est le câble de mesure qui va relier les capteurs, donc les microphones qu'on va mettre sur le terrain tout à l'heure, avec l'enregistreur qui est en fait dans la boîte que j'ai sous les pieds. L'enregistreur, c'est une carte son, mais c'est une carte son qui est adaptée aux très très basses fréquences, aux infrasons. Donc ce qu'on va enregistrer en fait, c'est des infrasons quoi. Ce sont des infrasons. Alors il est possible de les accélérer pour entendre un son qui est les chutes de blocs de la falaise sur l'éboulis, mais aussi éventuellement les petits craquements de la falaise qui sont liés à la fracturation. Les sons de la terre, les murmures de la terre. Et c'est ces petits murmures qui vont nous renseigner sur l'érosion progressive de la falaise. On y est presque. Donc cette étape-là, elle est très importante parce que si on ne déroule pas le câble, c'est comme une corde en escalade. Si on a une corde d'escalade qui est enroulée sur plusieurs centaines de mètres, quand on la déroule, si on ne la déroule pas, ça fait des nœuds partout. Il faut vraiment la dérouler complètement pour éviter les nœuds. Des petits blocs, il y en a tous les jours. Des blocs qui font quelques centaines de grammes, quelques kilos, il y en a tous les jours. Des plus gros, c'est plus rare. Mais là, plus on se rapproche du pied de la falaise, plus il faut un casque quand même. Et puis dans les ravines, ce qui est dangereux, c'est pas l'érosion de la falaise elle-même, c'est les chamois qui passent. Que les chamois, ils passent. Il y a toute une horde de chamois qui est là, qui habite là, et sur la vire au-dessus, ils se baladent d'une part et d'autre. Oh my God! On est bon? Ok? Ok. Allez. Donc là, l'aiguille, elle va sortir par là. Et du coup, tu pourras la mettre directement dans la suite, là, et on pourra tirer le câble comme ça. Par contre, il y a un ancien câble qui est toujours dedans. Donc, il faudrait aller enlever l'ancien câble, finir de l'enlever, là. On l'entend dans la gaine. C'est les câbles des capteurs qui vont relier le capteur à l'enregistreur. Donc il faut que les câbles, on les protège, donc on les met dans la gaine pour les protéger des éboulements. On fait ça? Ces capteurs, ils vont rester au moins 2 ans. Donc ils vont vivre plusieurs saisons, hiver, été, ce qui est vraiment important pour comprendre comment les éboulements ont lieu.
Et on va venir tous les 2 mois relever les données, récupérer les données sur les enregistreurs. Donc là, ça va être un peu chiant, long et on fait toujours la même chose, quoi, hein, et répétitif. Juliane, pour Eric, je suis au bout de la première aiguille. Est-ce que tu peux me dire si tu la vois sortir de l'autre côté? Yeah, I'm at the cut point, but there's nothing here. Like the needle's not there. Shit. I still have 2 meters, but not more. I was not even hearing the needle in the proximity, so I think it's a long tube. Voilà. Là, ça va être bon. Ça, c'est le capteur. Le capteur, il est enregistré sur les numériseurs qui sont là-bas dans les boîtes. Et après, on a les données à l'Institut où on va pouvoir traiter ça. Merci Eric pour ce moment suspendu à la montagne. C'était Sound of Change, le podcast original de Mountain Changemakers. Je vous invite à découvrir nos programmes vidéo sur la plateforme et à suivre nos prochains épisodes. Ce podcast est à retrouver sur Mountain Changemakers et sur les principaux sites d'écoute de podcasts. Cet épisode de Sound of Change a été réalisé par Tom Surbeck et Caroline Berwex.